Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité et tenter de nous mettre d'accord. Aujourd'hui, le président de la République doit s'exprimer à 13h, au journal de 13h sur TF1 et sur France 2. Il affirme vouloir écouter la colère des Français. On va y revenir dans un instant avec Christian de Villeneuve. Bonjour Christian, journaliste politique. Bonjour. Vous avez dirigé de très nombreuses rédactions de journaux, Le Parisien, Paris Match, on ne va pas tous les citer parce qu'on y passerait l'heure. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Bonjour à vous. Bonjour. François Calfon, bonjour, membre du bureau national du PS, ancien député. Et Frédéric Fougera, bonjour. Vous êtes président de Tenkan, c'est une agence de communication et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Une petite anecdote que m'a raconté Arnaud Benedetti. Ces étudiants en deux masters de communication, il leur parle de Publicis, ils ne savent pas ce que c'est que le groupe Publicis. C'est les étudiants de façon générale n'ont pas une culture générale qui nous impressionne. Étant moi-même enseignant à l'ISCOM, je peux parfois réaliser qu'il y a un énorme décalage, déjà rien qu'une question de génération, où les gens me disent je n'étais pas né, quand vous évoquez un fait historique, je n'étais pas né. Oui, mais est-ce que ça interdit de connaître l'histoire, d'avoir une culture générale qui dépasse Instagram d'hier et d'aujourd'hui? C'est une question. Parce que vous avez été patron des DIRCOM, directeur des DIRCOM, c'est ça? C'était quoi votre poste exactement? Non, vous n'avez pas eu ce poste-là? J'ai été le patron que de mes équipes. Que de vos équipes, je croyais que vous aviez eu... vous avez été élu meilleur DIRCOM. Oui, Forbes m'a attribué une très belle place dans un classement prestigieux, mais ça se limite à ça. Nous sommes très impressionnés. C'est très impressionnant. Donc on va évidemment revenir sur l'allocution, l'interview du président de la République. On va parler de la forme, de l'horaire, de la suite des événements, du report de la loi immigration, des violences, des manifestations et violences policières. On en parlera avec vous dans un instant. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Christian de Villeneuve. Oui, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de... ça peut être un coup de gueule quand même. C'est pas un coup de gueule, c'est encore moins un coup de cœur, mais c'est le triste constat d'un phénomène, à savoir l'explosion des violences conjugales et en particulier des féminicides. Ce matin encore, le Parisien évoque un cas dans l'Oise. Lundi, on a retrouvé une femme morte dans le hall de son immeuble, lardée de coups de couteau. Et son mari a été arrêté et suspecté. Mais ce nouveau drame ou ces nouveaux drames mettent en lumière. Parlez bien dans le micro, Christian. Ces nouveaux drames mettent en lumière l'explosion des féminicides. Il faut savoir qu'en 2021, il y a eu une augmentation de 20% des féminicides. En 2022, on a plus de 100 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou compagnon. Et on est au mois de mars, on est le 22 mars. Eh bien, il y a déjà 32 femmes qui sont décédées qui sont décédées. Donc voilà, on est un peu désemparés. Et on ne sait pas très bien quoi faire. C'est pour ça. Donc, le coup de cœur, c'est un coup de cœur. Il faut faire des victimes et des familles des victimes. Mais sinon, voilà, je dis, on fait quoi? On fait quoi? On écoute des gens comme Luc Frémiot, qui a été procureur à Douai et qui avait dans son département, il était procureur et il avait mis en place un système qui fonctionnait plutôt bien, qui était d'éloigner les maris violents, de les envoyer dans des centres Emmaüs pour qu'ils soient des gens de tous milieux sociaux, pour qu'ils soient dans un autre système. Ça fonctionne. Il n'a jamais été écouté. Il était arrivé à 3% ou 4% de récidive. Donc voilà, c'est aussi de prendre les choses, de faire autre chose que des affichettes dans les commissariats ou des campagnes de com. C'est un peu ça. Et je vous conseille la lecture d'un livre auquel j'ai participé, mais peu importe, 125 et des milliers. Sarah Barouk, qui a coordonné cet ouvrage où elle a fait un travail colossal. Elle est allée interroger les familles des victimes. Le livre, c'est de parler de ces femmes, c'est de dire qui elles étaient. Et quand on écoute, parce qu'elle les a interviewées, elle nous a donné à chacune une interview qu'elle avait faite de ses familles, c'est que c'est pas le premier coup qui tue, c'est que c'est une situation qui s'installe, donc et ça concerne tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux. Absolument, il faut le dire. On va parler de l'industrie française avec vous, Frédéric Fougera.
Alors j'ai creusé, j'avais envie d'avoir un coup de cœur. J'en ai ras-le-bol des coups de gueule. Alors bon, c'est plus facile de faire un coup de gueule en réalité, mais un coup de cœur. Donc j'ai cherché un sujet positif et j'ai trouvé un sujet positif qui est celui de la réindustrialisation de la France, en fait, qui se poursuit parce que bon, c'est une progression. Ce sont 150 usines de plus de 10 salariés qui ont ouvert leurs portes dans l'Hexagone l'an dernier, en 2022. C'est plus que le nombre de fermetures, 70 fermetures. Alors 70 fermetures, on est d'accord, c'est 70 fermetures de trop, mais le solde est néanmoins positif. Alors si la France a gagné des usines en 2022, on peut dire que l'impact de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique se sont quand même tout de même fait sentir, ce qui explique probablement, c'est pas la seule explication, mais une légère baisse dans le nombre d'ouvertures par rapport à l'année précédente, qui en plus année qui avait bénéficié du plan de relance du gouvernement. Les ouvertures de sites industriels, elles ont permis quand même la création de plus de 41 000 emplois. Là, en revanche, c'est encore plus que l'année précédente, c'était plus de 33 000. Donc, ce ne sont que des bonnes nouvelles dont on peut se réjouir pour notre pays. Maintenant, reste à savoir si la dynamique va se poursuivre en 2023. Là, rien n'est moins sûr, mais à quelle vitesse, ne commençons pas déjà à critiquer des mauvais résultats qui n'existent pas encore. Et vraiment, franchement, dans cette attente, on peut quand même déjà se réjouir pour notre pays. C'est une bonne nouvelle, et pour l'industrie, et pour l'emploi. Et au passage, ça concerne tout le territoire. Ça va des Hauts-de-France avec l'usine de cellules de batterie Vercor, la région Rhône-Alpes, où ST Microélectronique a investi massivement dans les semi-conducteurs. Des bonnes nouvelles comme ça, il y en a pas tous les jours. C'est pas l'effet d'une loi ou l'effet d'un moment. Ça s'inscrit dans le temps. Bon, voilà, c'est une bonne nouvelle pour la France. J'espère que personne ne peut venir se déplorer ce type de bonnes nouvelles. Moi, je partage ce souhait de réindustrialisation parce que c'est mon combat du Made in France avec Arnaud Montebourg depuis très longtemps. Y compris, c'est une question de souveraineté. Vous avez parlé des semi-conducteurs ou des batteries. Ça évite de faire de nous des colonies, soit numériques, taïwanaises, soit voilà. Ceci étant, il faudrait être beaucoup plus vigoureux dans ce combat-là, parce que je constate que quand vous cherchez simplement des antibiotiques dans des pharmacies, les médicaments, c'est catastrophique. Voilà, et que je le dis, c'est un axe de progrès, comme on dit, et je pense qu'on est encore trop soumis au lobby de la pharmacie, dont on sait la puissance de lobbying, pour pas dire autre chose. Il faut savoir que 90% des molécules sont achetées par l'assurance maladie, donc par la puissance publique, et qu'on avait dit au moment du Covid que nous aurions la souveraineté sanitaire. Ça n'est pas le cas. Pas le cas. Et je ne crois pas un seul instant que le gouvernement ait pris la mesure vigoureuse des mesures à prendre pour avoir la souveraineté, je le rappelle, pour des antibiotiques pour enfants qu'il n'y a plus, pour du paracétamol, qui est quand même la molécule de base de toute la pharmacopée. Donc cela pose un problème. Deuxième bémol quand même, oui, il y a de la réindustrialisation, mais on ne le voit pas dans les chiffres du commerce extérieur. On est à un déficit abyssal, historique, de 160 milliards d'euros. Ne fait pas qu'exporter, elle produit aussi pour le marché français. D'accord. Et enfin, puisque je suis à côté quelqu'un si proche du monde agricole, on ne peut pas d'un côté réindustrialiser et de l'autre par une réglementation très sourcilleuse pour nos agriculteurs et pour les agro-industries, fermer de l'emploi agricole quand on ouvre des autoroutes finalement à des produits agricoles qui ne sont pas produits dans des conditions environnementales ou sociales. Je pense par exemple quand nos fruits dans les magasins qui sont tous marocains ou espagnols fabriqués par des Marocains sans papier, je dis qu'il y a une forme de distorsion de concurrence très forte. Là-dessus, on a fait des choses sur l'industrie agroalimentaire. Je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait. Et Roland Lescure, il travaille encore en ce moment avec Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sur l'industrie agroalimentaire, notamment les lois Egalim, en desserrant les taux qui étaient mis sur les filières agroalimentaires par la grande distribution, qui a fait que les marges des industries agroalimentaires se sont réduites considérablement au cours des 15 dernières années. Et au point que certaines industries agroalimentaires hésitaient aujourd'hui à investir en France. Le fait d'avoir desserré les taux avec Egalim sur notamment les négociations commerciales avec l'encadrement des promos, le rehaussement du seuil de revente à perte, on a quand même redégagé de la marge pour l'industrie agroalimentaire qui va un peu mieux qu'elle n'allait. Non mais ça c'est les néonicotinoïdes qui ont majorité en 2015. Ça c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport sous le quinquennat de François Hollande. Intra-européenne d'abord intra-européenne, on est d'accord. Oui.
Mais dans le même temps, il y a Buitoni qui ferme, Tereos aussi, donc il y a aussi du en même temps dans l'industrie. Il y a du en même temps, mais avec un solde positif. Donc je ne vois là qu'une bonne nouvelle. Et je voudrais faire un bémol sur le bémol, parce qu'attention au discours sur la pharmacie, évidemment, on rêverait d'être totalement indépendant, pas totalement. Mais même, soyons idéalistes, on pourrait rêver d'être totalement indépendant sur la pharmacie. La pharmacie, c'est quand même une des industries les plus polluantes. Alors on est aussi dans un discours très contradictoire, c'est qu'on voudrait fabriquer nos propres médicaments et être plutôt indépendant, ou en tout cas ne pas être dépendant des autres, mais on préfère quand même exporter notre pollution chez les autres, ou en tout cas il faudrait adapter. Il ne faut pas culpabiliser les Français, c'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas de culpabilité. Non, les Français ne préfèrent pas exporter notre pollution chez les autres. Il y a un lobby de la pharmacie qui est extrêmement puissant, et qui préfère produire en Inde ou en Chine à vil prix, plutôt que qui est prêt à prendre 90% des crédits médicaments de l'assurance maladie, mais qui n'est pas prêt à produire en France. Il y a aussi le lobby des ONG environnementalistes qui bloquent tout projet de construction industrielle et de mise en place d'industrie aujourd'hui en France. Je termine juste mon propos. Je termine mon propos. Je n'accuse personne et mon propos n'est pas politique. Mon propos, il est factuel. Faire des médicaments, c'est très polluant. Est-ce qu'on est OK pour davantage polluer ou payer beaucoup plus cher nos médicaments? Mais c'est une question, moi j'ai pas la réponse, mais c'est une question, il n'y a pas forcément beaucoup de courage politique pour répondre à cette question, on préfère l'évacuer par du discours. Mais c'est vrai aussi qu'on paye moins cher nos médicaments, c'est le cas quand il y a des pénuries. J'avais posé la question d'une pharmacie, on me dit bah oui, mais nous on les paye moins cher, donc les labos vendent dans les pays où ils les achètent plus cher. On est d'accord. Mais Christian, je comprends pas, c'est pourquoi il y a pénurie, c'est quand même un phénomène nouveau. Avant, on avait tous les médicaments qu'on voulait. La pénurie, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que certains labos préfèrent vendre d'abord leurs produits à l'étranger avant de les vendre en France, qui les payent moins cher. Et puis il y a eu le Covid qui a fait qu'il y a des pénuries. Mais il y a une raison assez précise. En Chine, il y a eu la crise du Covid qui a duré, ou en tout cas qui a duré politiquement. Et quand vous vous désarmez sur le plan de votre souveraineté industrielle, et que la fable de la mondialisation heureuse est finie, et que les pays reprennent leurs actifs, c'est-à-dire protègent leur population avant de protéger les autres, et vous êtes dépendant à 90% de l'Inde ou de la Chine, le jour où ils coupent le robinet, il n'y a plus rien. Voilà la réalité. Donc puisqu'il y a un esprit positif, c'est très bien de construire les puces en Europe et pas simplement à Taïwan, parce qu'on peut éteindre toute la digitalisation d'un pays si on ferme le robinet des puces. Bon, on va marquer une pause, et la bonne nouvelle, j'ai entendu ce matin, et qui est un paradoxe par rapport à tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a des boulangeries, il y a plus de boulangeries qui ont ouvert que de boulangeries qui ont fermé. C'est ce que nous disait Sophie de Menton, qui était en lien avec Monsieur Enrac, qui est le président des boulangers, et qui disait attention au discours alarmiste sur les plateaux de télé. Faut pas écouter ceux qui crient plus fort. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris de cette information ce matin, de savoir qu'il y a eu plus d'ouverture de boulangeries. Il y a un solde très positif. Absolument, très très positif. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler des bassines avec vous dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité, on continue notre tour de table et c'est votre tour, Jean-Baptiste Moreau, et votre coup de gueule. Ah ouais, moi c'est jamais des coups de cœur, c'est toujours des coups de gueule, effectivement. Je me sombre dans la facilité, je le reconnais. Le côté gaulois réfractaire, c'est ça, dit à votre ami Macron. En fait, c'est le côté paysan râleur, je crois. Attendez, mais avant je voudrais qu'on fasse François, pardon, je vous ai dit ça, mais vous allez râler après, parce qu'on va enchaîner avec vous sur la foule, la démocratie et tout ça. Et je voulais qu'on parle des bassines. Je croyais que c'était vous, Jean-Baptiste, qui alliez parler des bassines, mais non, c'est François. Alors j'aurais pu faire des coups de cœur, mais moi je suis plutôt coup de gueule en gaulois réfractaire assumé. C'est comme ça que ce pays avance. Non, pour le coup de gueule, c'est par rapport aux zadistes, on en parlait hors antenne, face aux bassines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut discuter du modèle d'irrigation, de consommation de l'eau. Je pense que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, transformer l'agriculteur qui survit, parce que c'est quand même ça, la majeure pays du monde agricole, parce qu'y compris, on n'a pas suffisamment transformé le modèle agricole comme l'ont fait d'autres pays qui nous sont voisins, qui nous ont dépassés d'ailleurs dans les agro-industries. Mais transformer l'agriculteur en méchant capitaliste qui exploiterait la ressource et qu'il s'agirait de détruire, enfin je trouve ça d'un culot d'acier
de la part de petits bourgeois radicalisés qui ne sont d'ailleurs, mais non, mais qui sont d'ailleurs à la limite. Vous êtes au Parti socialiste. Ah ben moi, je suis pas pour les zadistes. Hein. C'est très clair. Je sais que beaucoup de socialistes ont décidé de suivre Mélenchon en se taisant pour essayer d'être réélus, mais c'est pas ma ligne. Hein. Et je pense que chez ces zadistes, notamment à Rennes, ils ont saccagé le centre-ville de Rennes. On est à la limite du terrorisme. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Donc, je le dis avec une grande netteté, ces abcès de crispation sur notre monde agricole sont purement inacceptables. Je pense qu'il n'y a aucune tolérance à avoir à ces gens-là. Et aucune tolérance, c'est mon et en même temps à moi. Il faut un grand débat sur l'utilisation de l'eau. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Quand on sait qu'il y a des fuites d'eau dans le réseau qui peuvent atteindre 40, 50%. Donc, il y a un vrai débat citoyen et non pas sous forme de conférence citoyenne, depuis le monde agricole jusqu'aux villes sur l'utilisation de l'eau. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais l'écoterrorisme des zadistes, non. Vous allez avoir un affrontement. Ce matin, on entendait que le renseignement territorial annonce qu'une 10 à 15 000 personnes vont se rassembler dans les Deux-Sèvres ce week-end. Oui. Non, mais une fois n'est pas coutume, je vais aller totalement dans le sens de Serge Calfon, j'enlèverai pas un mot à ce qu'il vient de dire. D'autant plus que les zadistes, souvent, ils viennent se trouver refuge dans le sud de mon département, dans le sud de la Creuse, où ils s'enquistent de façon totalement illégale en occupant des habitations. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, sur l'eau, on doit avoir un débat sur l'usage de l'eau. Et je suis d'accord. Moi, en plus, je viens d'un territoire où, honnêtement, les réseaux d'eau potable sont dans un état catastrophique. On avait calculé avec la préfète, il fallait autour de 400 millions d'euros pour remettre des réseaux d'eau en état correct. Alors déjà, intéressez-nous à ça. Et après, sans eau, il n'y a pas de vie, qu'elle soit animale ou végétale. Donc les gentils écolos qui nous expliquent qu'on va changer notre modèle agricole et qu'on n'aura plus besoin d'eau, qui mettent des bottes un jour, parce que ça, c'est pas possible. Il y a pas de vie sans eau. Les écolos et les zadistes. Alors les écolos extrémistes, je parle. Je vais poser une question idiote. Qu'est-ce qu'on reproche aux bassines ? De pomper dans les nappes phréatiques. Mais il faut faire attention, ça peut être une réalité. Ça peut être une réalité si c'est mal fait, ça peut être une réalité. Par contre, ça peut être aussi une alternative parce que vous avez un certain nombre de territoires où vous n'avez pas forcément de nappes phréatiques déjà, où vous récoltez en fait l'eau de pluie qui tombe en hiver, parce qu'aujourd'hui, sur l'année, grosso modo, vous avez à peu près les mêmes quantités de précipitations qu'auparavant, sauf qu'elles tombent de façon hyper localisée sur 3 ou 4 mois, et qu'après, il reste des mois sans pleuvoir, et une plante sans eau, elle pousse pas. Enfin, je veux dire, elle a besoin d'eau de toute façon. Et donc, ces bassines, le but, c'est aussi de collecter l'eau de pluie, plutôt qu'elle s'en aille dans les fleuves et dans l'océan, qu'on en réserve une partie pour pouvoir l'utiliser pour l'abreuvement des animaux et pour les végétaux. C'est contestable quand on pompe dans les nappes phréatiques pour entrer dans le débat technique. Il faut faire attention au niveau hydrologique de pas faire n'importe quoi, mais ces projets-là, c'est des projets collectifs, ils sont étudiés, et d'ailleurs les agences de l'eau et tout ont leur mot à dire, et elles ne sont jamais faites au détriment du remplissage des nappes phréatiques, évidemment. Ça intéresse nos auditeurs. Laurence dit, question qu'un enfant pourrait vous poser, l'eau des bassines, elle s'évapore, et Stéphane dit non, les bassines récoltent les précipitations, il n'y a pas de pompage des nappes. Donc j'imagine que la polémique, elle est... Le vrai sujet, je parle sous votre contrôle. Le vrai sujet, c'est que il y a un vrai sujet sur la captation des eaux pluviales, parce qu'effectivement, vu les températures extrêmes qu'on connaît, puisque c'est quand même ça la nouvelle donne, effectivement, il y a de l'évaporation. Donc c'est un vrai sujet technique. Le deuxième sujet plus contestable sur le fond, mais vous voyez, là, il n'y a pas de ZAD, on n'est pas en train de se taper dessus pour parler de ça, c'est de pomper dans les nappes phréatiques. Ça n'a aucune espèce de sens. Pourquoi moi je dis vive l'écologie, non au terrorisme? Parce que on a dit les fuites de réseau, ça c'est une source extraordinaire, et on a dit aussi, je pense que c'est plus vertueux sur le plan environnemental, la récupération à des fins agricoles, ce qui est fait en Espagne ou en Israël, des eaux usées, décantées, et qui peuvent parfaitement servir à l'irrigation. Il y a un vrai travail à faire. Christine Bouillot, qui connaît bien le sujet, qui est notre correspondante à Toulouse, dit ces bassines dans les Deux-Sèvres prennent l'eau dans les nappes puisqu'il ne pleut pas là-bas, justement. Il pleut l'hiver. Il pleut l'hiver comme partout ailleurs. Il y a un problème de sécheresse. Il y a un vrai problème de sécheresse. Oui, cette année, oui. Cette année, oui. Mais il faut regarder sur plusieurs années. Sur les années on n'en sait rien. Enfin, les quantités d'eau, elles sont à peu près stables d'une année sur l'autre. La seule chose qui change avec le changement climatique, c'est la répartition. C'est le fait qu'il reste plusieurs mois, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, grosso modo, il ne pleut plus. C'est ça le changement. Mais c'est pas sur l'année, grosso modo, les quantités d'eau sont les mêmes, sauf cette année, effectivement, où on a une année de sécheresse. Mais voilà. Un petit
petit coucou à Thomas Braille qui est accroché depuis mardi dans un arbre entre Toulouse et Castres qui proteste contre un projet d'autoroute, l'autoroute A69 qui a reçu des avis défavorables, environnement, biodiversité, etc. Nous on le suit sur Sud Radio et là il est dans son arbre. Je ne sais pas si vous savez. Non, mais je pense que je crois, mais je parle sous le contrôle de vos auditeurs et de vous-même, qu'il y a une déclaration d'utilité publique et l'utilité publique, elle a été constituée sur ce projet d'autoroute. Donc défavorable de qui, je ne sais pas. Soutenu par la région Occitanie, c'est Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc à voir. Enfin là pour le coup, je suis pas complètement formel, mais il me semble que la DUP est intervenue. Oui, mais apparemment il y a eu un autre avis. Bon, on se retrouve dans un instant. Que peut dire le président de la République? Est-ce qu'il a raison, a priori, d'être ferme? On y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, le président de la République va donc s'adresser aux Français à 13h, journal de 13h de TF1 et de France 2. Alors l'interview a lieu à l'Élysée pour peut-être garder le côté solennel. L'heure a interrogé, est-ce que vous la comprenez? Et puis cette déclaration ce matin qui fait évidemment beaucoup réfléchir, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Déjà peut-être un mot sur le choix de l'horaire. Oui, alors. Non, c'était par rapport à mon coup de gueule qui était en rapport tout à fait avec ça, c'est-à-dire oui, c'est vrai que j'ai pas fait, pardon. Non, mais c'est pas un problème, ça va servir dans l'introduction. Justement, c'est pour ça que je voulais vous donner la parole en direct. Il n'a pas besoin de moi pour se défendre, mais quand même. En fait, il ne fait que reprendre une célèbre citation de Victor Hugo qui disait souvent la foule trahit le peuple. Il ne faut pas confondre dans les régimes ochlocratie et démocratie. L'ochlocratie, c'est le pouvoir aux foules. Et le pouvoir aux foules, les philosophes grecs en politique en parlaient très bien, c'est l'ultime étape de décomposition de la démocratie juste avant la dictature et la monarchie. C'est-à-dire que les foules, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple en assemblée, ça c'est Aristote qui l'a défini comme ça. Donc c'est grosso modo la démocratie représentative. C'est ça la vraie définition grecque du mot démocratie. L'ochlocratie, c'est le pouvoir aux foules, et les foules, c'est l'élément le plus manipulable et le plus facilement influençable par les démagogues et les populistes. Et ça finit, c'est l'ultime étape de décomposition de la démocratie, je répète, et l'ultime étape avant la monarchie ou la dictature. Et ça, c'est aussi les philosophes grecs qui le disent. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec la déclaration d'Emmanuel Macron? Oui, je suis totalement d'accord. La foule et le peuple, c'est deux choses bien différentes. Il est pas, il n'a pas fait qu'une boulette. François Calfon. Il a fait un glissement sémantique. Pourquoi? Parce que d'abord, quand il oppose les représentants finalement à la foule, en fait le peuple, en fait la majorité de l'opinion. Je rappelle quand même que 93% des actifs sont pour le retrait de cette réforme. C'est pas une petite foule séditieuse, c'est la masse, 70% des Français. La deuxième chose, c'est qu'il oppose à la légitimité du Parlement. Mais revenons au Parlement. Je rappelle que cette loi n'a pas été votée dans une loi simple et qu'il a fallu aller au boulet de canon institutionnel qui existe. Le général de Gaulle l'a fait. Mais je rappelle encore que opposant les uns aux autres, c'est une sorte d'astuce de sa part dans sa provocation pour faire oublier quoi? Que le premier 49.3 sur les 13, je crois, qui ont été utilisés dans cette législature, il y avait 60 voix d'écart. Cette fois-ci, ça s'est réduit comme peau de chagrin en disant donnez-moi la confiance ou, quelque part, taisez-vous. C'est 9 voix d'écart, avec l'incapacité, de faire voter sa loi simple. Donc ça, c'est le point. La deuxième chose, et j'en termine, la deuxième chose, c'est que si on voulait, alimenter en oxygène et en combustible l'incendie, on ne ferait pas autrement. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser, parce que ce garçon est intelligent, qu'il joue finalement l'embrasement pour ensuite jouer le parti de l'ordre, et que ce jeu est dangereux, tout en nous disant, dans son et en même temps, qu'il prône une autre méthode, c'est la 4e haute méthode de gouvernement basée sur l'écoute, et on se dit qu'il nous refait le coup des gilets jaunes, à une échelle beaucoup plus large. D'ailleurs, j'entendais un commandant de CRS ce matin qui dit que sur le plan sécuritaire, sur le plan du maintien de l'ordre, nous sommes dans une situation plus critique qu'aux Gilets jaunes. Un président de la République ne devrait pas faire ça. Oui. Christian de Villeneuve, sur la phrase, après on reviendra sur l'horaire choisi pour parler au territoire. Moi je pense, de réaffirmer, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est réaffirmer la continuité de l'État.
Et il veut se montrer, et je pense que ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est à la fois d'être ferme, c'est-à-dire qu'il y a un parlement, il y a un gouvernement, et il y a un président, et je pense en intervenant aujourd'hui, il dit deux choses. Je suis là, et je reprends la main. Je pense que c'est ça ce qui. Oui, mais je reprends la main comment en disant je serai ferme, c'est comme ça, cette loi, j'ai dit qu'elle passerait, est-ce qu'il a raison? Alors, est-ce qu'il a raison? Ce serait présomptueux de savoir comment vont évoluer les manifestations. Mais je pense surtout qu'il doit se montrer à la fois ferme et fédérateur. Fédérateur, c'est qu'il faut qu'il essaye d'apaiser. Attendez, pas vraiment. Non, ouais, mais ce qui se passe toutes les nuits là, ça échappe au mouvement social. Ça échappe au mouvement social. Les gens vont être fatigués. Si vous êtes parisien, baladez-vous dans les rues de Paris ou dans d'autres villes de province. Vraiment, l'histoire des poubelles, c'est quand même énorme. Si en plus se greffe l'histoire de la pénurie d'essence, il va y avoir lassitude. Et je crois donc ils jouent là-dessus. Enfin, c'est un pari. Tout le monde. Ils ont tous fait ça. Hein. Ils ont tous fait ça. J'enchaîne sur le 13h, sur l'horaire. Il joue. Ça lui avait réussi quand il avait fait avec Jean-Pierre Pernaut. Tu vois, et il joue la France. J'appelle ça la France exacte, c'est-à-dire la France qui est au-delà de la place d'Italie, et il joue son électorat, il joue les fondamentaux. Après, il prend pas beaucoup de risques parce que je veux dire que les intervieweurs sont quand même pas des fins limiers politiques. Et là, il s'est mis en sécurité. Voilà. Certains ont évoqué le fait qu'il n'ait pas voulu se retrouver face à Anne-Sophie Lapix, en l'occurrence. Frédéric, vous qui êtes spécialiste de la communication, vous auriez été conseiller du président. Alors, déjà, je pense qu'on peut faire un lien entre la phrase et le trésor. D'abord, la phrase. Pour paraphraser des journalistes, je dirais un président ne devrait pas dire ça. On est bien d'accord qu'il y a une vraie nuance entre le peuple et la foule, mais on est dans une société où il n'y a plus de place pour la nuance. Tout est hystérisé, mais c'est bien dommage. Donc ce n'est pas entendable. Donc c'est bien de le rappeler, mais c'est pas entendable. Cette nuance, malheureusement, elle n'est pas entendable. Maintenant, faut savoir, comme pour le Trésor, à qui s'adresse cette phrase. D'abord, cette phrase, elle est donnée à huis clos, mais il n'y a pas de huis clos possible. Et quand il la prononce, il ne peut pas ignorer qu'elle va être répétée. Néanmoins, elle s'adresse à ses parlementaires. C'est quand même aussi son rôle, quand même, de leur rappeler que c'est eux qui votent la loi. On peut lui donner ce crédit-là. Il y avait juste piscine pendant le discours de la première ministre, donc il fallait les remotiver. Donc, votre sens. Ce discours s'adresse à ses parlementaires pour commencer. Il s'adresse certainement aussi indirectement à travers eux ou à travers les fuites à son électorat, à une partie de son électorat, notamment les plus âgés, les retraités, ceux qui regardent le Trésor pour faire le lien, peut-être aussi à une partie de la droite et à une partie de l'extrême droite qui, pour caricaturer, préfèrent l'ordre au désordre et qui vont être rassurés par ce type de discours. Mais maintenant, il s'adresse aussi aux autres. Il s'adresse aussi à l'extérieur. D'ailleurs, il ne s'adresse pas qu'à l'interne, qu'au pays, mais aussi à l'extérieur. Donc, montrer aussi qu'il garde les rênes du pays, parce qu'il y a quand même quelques peut-être chefs d'État à l'extérieur qui peuvent se réjouir de la situation. Et les marchés, n'oubliez pas les marchés. Les marchés, j'allais pas sur le côté financier, mais elle est absolument exacte. Moi, d'abord, les entreprises, c'est surtout elles qui me préoccupent parce qu'elles sont empêchées dans leur fonctionnement normal. Et donc maintenant, le risque, c'est qu'il n'est pas entendu que par ceux à qui il adresse le message, que par ceux-ci, mais aussi par l'ensemble des Français. Et donc là, c'est peut-être un risque de stratégie du chaos. Donc si tout le monde va dans la stratégie du chaos, effectivement, comme on le disait à l'instant, peut-être qu'à un moment, on peut aboutir à un ras-le-bol et que ça peut redresser. C'est quand même des paris risqués. Des paris très risqués. Je vois également que les Britanniques sont très inquiets pour la sécurité de leur roi qui doit venir donc à Paris en visite officielle la semaine je crois prochaine. que c'est pas tout à fait calme chez eux non plus, globalement. Non, c'est pas très calme. Mais certains accusent le gouvernement d'être déconnecté. Emmanuel Macron en particulier parlait de foule. Non, mais le problème, c'est il n'y a plus de place pour la nuance, et je le regrette aujourd'hui, mais il n'y a plus de place non plus pour la mémoire aujourd'hui en politique, parce que les réformes des retraites, par rapport à ce que disait Serge Calfon tout à l'heure, elles passent. C'est François. Serge, c'est un grand réalisateur de télévision. Oui, François, c'est pour ça. J'ai confondu. C'est pas dur de se rappeler les François et le Parti socialiste. François. Pardon, désolé pour ce que disait François Calfon. Beaucoup de réformes des retraites sont passées au 49.3, et y compris, parce que j'ai entendu la petite musique ces derniers temps qui disait il aurait fallu remettre
promettre la réforme systémique, aller au vote et tout ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai partagé avec le président de la République, c'est que je pensais que ça serait mieux un vote négatif et repartir sur la réforme de 2019 que d'aller au 49.3. Bon, il a fait ce choix-là, il l'assume et je le soutiens. Mais après, derrière, beaucoup de gens ont oublié que un des seuls 49.3 qu'on a employé sur le quinquennat précédent, c'était pour la réforme des retraites systémique, alors que la CFDT était favorable. Il y avait 29 000 amendements qui avaient été déposés. Alors c'était 3 jours avant le confinement. Donc effectivement, le confinement a tout emporté derrière. Mais la précédente réforme des retraites n'était pas plus soutenue par la population, même si la CFDT y était favorable et elle n'était pas dans la rue pour le coup. On a eu 29 000 amendements de la part notamment de la gauche, et à l'époque, les Républicains ont déposé une motion de censure. Or, j'ai entendu ces derniers jours, les Républicains nous expliquer qu'il fallait revenir à la réforme par points. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est proche de la schizophrénie quand même là. Mais c'est le propre du pouvoir que de pouvoir assumer les contraires et les contradictions de la société. Pour répondre à la question sur le pourquoi le Trésor et le socle, c'est pas les contradictions de la société, ça c'est les contradictions du politique. Hein. Si vous voulez que je vous fasse il y a des vidéos très drôles sur les contradictions d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, mais qu'il fallait pas toucher l'âge pivot. C'était pas une attaque personnelle, c'était une critique. C'était une critique du personnel. On est là du personnel politique qui décrédibilise le politique. Et c'est le jeu des idées. Quand Charles de Courson dépose un amendement pour la retraite à 64 ans, puis qu'après il dépose une motion de censure contre la retraite à 64 ans, c'est la contradiction du politique. Le Mozart en même temps va pas donner des leçons de cohérence à tout le reste de la classe politique. Fermons le banc. Non, pour répondre à la question qui est posée sur pourquoi il va au Trésor, pourquoi c'est le journal qui a le plus d'audimat quand même, le Trésor. Attendez, je vais tenter une analyse. Il se trouve que, à mon détriment d'ailleurs, le bipartisme entre la droite incarnée par les Républicains et la gauche incarnée par le Parti Socialiste a été balayé par le macronisme à la période. Bon, nous sommes maintenant dans une tripartition entre une gauche radicalisée, entre un Front National et un camp présidentiel qui a remplacé la droite pour parler central. Bon. Or, quand vous regardez le socle électoral, certes, il baisse, mais s'il y a dissolution, et je pense qu'Emmanuel Macron sait aussi compter, il faut que chacun représente 30%. Or, que fait-il? Il a pris les personnes âgées, c'est un rap sur les personnes âgées de LR, au profit finalement du camp présidentiel. Conforter ce camp-là, parler de foule aux téléspectateurs feu de Jean-Pierre Pernaut, c'est jouer cette idée qu'il va consolider ce socle et capter à lui les gens qui sont pour le parti de l'ordre. Pourquoi je dis ça? Parce que le 30%, c'est précisément ce qui vous fait passer en tête face à la gauche ou face au Rassemblement national. C'est le pari qui est fait. Alors c'est un peu dommageable parce que c'est un choix à la Trump d'une certaine manière. Il renonce à être président de tous les Français. Il est président de son camp. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit dans toute la tendance de la politique en général, où nous ne sommes plus dans des démocraties apaisées ou des démocraties de rassemblement, mais nous sommes bien dans des démocraties d'opinion conflictualisées, un peu à la manière des États-Unis, où vous avez un camp démocrate radicalisé wokiste et un camp républicain qui est trumpiste, et deux camps qui ne se parlent plus. Sur le choix du Trésor, j'ai vu aussi cette polémique enflée en disant que c'était méprisant vis-à-vis de la ruralité, d'expliquer que... Mais moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, je suis désolé, effectivement, le Trésor, on regardait le Trésor tous les midis, on regardait pas souvent le 20h, mais on regardait le Trésor parce que c'était la pause méridienne et qu'effectivement, quand on se lève tôt, on aime bien se poser entre 1h et 1h30 à regarder l'actualité. Il n'y a pas cette caricature qu'il n'y a que les retraités, on en parlait hier avec Christian Villeneuve, en province, en région, les gens rentrent déjeuner chez eux et regardent ce Trésor. Devant le jambon. Pas tous, mais une partie. Bon, comme vous y allez. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Il est 9h42. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Jusqu'à 10h, effectivement, pour parler de la situation, quelle issue, en fait, à ce qui est en train de se passer. Jean-Baptiste Moreau, comment vous voyez les choses? C'est vrai que tout le monde se pose la question, est-ce que la rue peut continuer? Il y a, juste un moment de dire quand même, les chaînes d'infos qui filment en continu les feux de poubelle, qui sont pas représentatifs non plus de l'ensemble de ce qui se passe dans la capitale. Il y a des poubelles, mais c'est vrai qu'il y a une dramatisation aussi de l'information qui fait que ça donne une certaine ambiance. Oui, ce sont des actes isolés. Ça n'a rien à voir avec l'époque des Gilets jaunes que moi j'ai vécu, où y compris en ruralité, on avait un certain nombre de gens qui continuent à manifester. Là, en ruralité, ça manifeste le jour des manifestations officielles. Il y a beaucoup de monde, y compris dans mon département. J'ai eu jusqu'à 4005 ou 5000 personnes, je crois, sur une ville de 13 000 habitants. Donc c'est énorme. Mais entre les manifestations
manifestations, il n'y a pas ce mouvement qui a lieu aujourd'hui et qui est un peu aussi stimulé, il faut le dire, par les médias, parce que on essaye de faire des images et du buzz. Donc les étudiants, sur Paris, c'est plus marquant que à Guéret, c'est sûr. Il y a plus de monde pour le regarder. Donc voilà. Mais après comment ça finit, je pense que pas grand monde le sait en vérité. Enfin, je veux dire, il faudrait être devin pour savoir si est-ce que ça va se calmer, est-ce que ça va s'essouffler, est-ce que ça va reprendre de la vigueur. On verra bien, mais l'important maintenant, c'est comment le président de la République continue le quinquennat, comment à l'Assemblée nationale on arrive à passer des lois. Alors il y en a une qui est passée hier sur le nucléaire avec une très très large majorité, comme quoi ça peut marcher quand même. C'est pas forcément tout bloqué, mais sur les lois un peu critiques, sur l'immigration, sur ces choses-là, ça va être coton, à mon avis, à arriver à les faire passer, à trouver des majorités. Donc il va falloir qu'il y ait un moment ou un autre qu'il en passe par la dissolution. Christian? Non, je voulais dire, j'ai vraiment le sentiment que les manifestations du soir, les manifestants du soir ne sont pas ceux de l'après-midi ou des journées. Et que ce qui est en train de se passer là, et ce qu'ils essayent de faire en particulier les manifestants du soir, c'est de remettre en cause la personne, la personne de Macron, et que j'ai l'impression que la réforme des retraites passe au second rang. Oui, c'est ce que disait Frédéric Dabi lundi. En fait, il y a un rejet de la personne, et c'est là où la phrase d'hier soir est très malheureuse, parce que ça vient conforter l'idée qu'il était arrogant, seul. Vous avez entièrement raison. Il y a la grande masse des Français, mais c'est aussi pour ça qu'il y a le succès populaire sur la question des retraites. Et par derrière la question du travail. C'est-à-dire qu'il se trouve que pendant 30 ans, on a pensé qu'emploi. Ouais. Est-ce que vous êtes au chômage, est-ce que vous l'êtes, sans parler des conditions de travail. Donc ça ressurgit de manière extrêmement forte, cette question du travail et de la pénibilité et des vies brisées, parce que ça existe, dans un contexte où, je le dis au passage, l'espérance de vie n'augmente plus. Enfin, c'est bon. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est Emmanuel Macron, vous l'avez dit, avec une cristallisation d'ailleurs entretenue par lui-même sur sa propre personne, avec d'une certaine manière, une certaine opinion, avec un acte 2 des Gilets jaunes, d'une certaine manière, ça s'était éteint, ça se reprend, même si c'est pas tout à fait les mêmes personnes, ou un 5e tour pour Jean-Luc Mélenchon, ou un 6e tour de l'élection présidentielle. Mais il y a une chose, alors quand je dis ça chez les socialistes, on dit mais t'es proche de Mélenchon, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est qu'on voit bien aussi la fatigue des institutions de la 5e République, c'est-à-dire ce qui était possible dans une société finalement très verticalisée, peu de médias, avec le 49.3, avec tous les corsets institutionnels, n'est plus possible aujourd'hui. Et donc derrière, alors il se trouve que M. Macron se lève dans les institutions avec une grande force, mais il se trouve qu'il est temps de parler d'un certain nombre de dispositifs au sein de l'Assemblée. Et d'ailleurs, les Français, dans leur maturité, ont donné un caractère parlementaire par leur vote après la présidentielle à ces institutions, en assurant une représentation quasi proportionnelle. Absolument. Donc on voit bien qu'il y a une fatigue institutionnelle de la 5e République. Il y a des choses qui doivent bouger là-dessus, c'est clair. Absolument, et qu'il faudrait prendre à bras le corps, non pas dans la vision que la droite a toujours, de dire défendre la 5e, c'est défendre l'autorité de l'État face à la chienlit, aurait dit le général de Gaulle, parce que la société ne correspond plus à ça. Mais il ne s'agit pas de recréer la 4e, mais effectivement, dans les institutions, il faut donner une nouvelle respiration avec le quinquennat. Ça beaucoup. Je partage complètement ce point de vue. Les institutions n'ont pas évolué comme la société. Et moi, je fais partie de ceux qui considéraient que le fait que la majorité présidentielle n'est qu'une majorité relative était plutôt une chance pour le pays, parce que ça obligeait de s'entendre, ça obligeait de faire des alliances, ici sur un texte, ici sur un autre. Mais en fait, notre fonctionnement et ce côté 3 blocs les uns contre les autres, et on disait tout à l'heure, chaque bloc ne s'adresse qu'à sa cible et ne s'adresse plus aux Français, enfin en tout cas c'est mon sentiment, fait que ça ne fonctionne pas, et que donc c'est le système des institutions intégralement qu'il faut repenser. Chaque politique s'intéresse d'abord à la prochaine élection avant de s'intéresser à la prochaine génération. Bien sûr, ça c'est bien la problématique. Regardons, ne serait-ce que sur cette question, travaux pratiques de ce que je viens de dire, sur le 49.3. Le 49.3 aurait été supprimé, tout simplement. Là, dans la situation du vote, Macron aurait été obligé de s'entendre. Et on aurait trouvé la porte, parce qu'il n'avait pas sa majorité. Et j'allais dire, puisque en écho, je t'entends presque. Oui, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative. Et c'est comme ça qu'on construit les bons compromis. Tout simplement. Mais le peuple politique français n'est pas habitué à se bâtir sur le compromis. Il va falloir qu'il y vienne, parce que tous les autres pays y sont venus, donc il n'y a pas de raison qu'on n'est pas plus con que les autres, et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, le personnel politique n'était pas dans cette stratégie du compromis et pensait à la prochaine élection avant la prochaine génération. Donc entretenait effectivement son potentiel électoral avant de penser à essayer de trouver l'intérêt général et l'intérêt du pays. Est-ce qu'il peut annoncer des réformes institutionnelles
justement aujourd'hui. Il prétend le faire. Il prétend le faire avec le retour du cumul des mandats. Proportionnel. Je pense qu'il faut associer aussi la population sur une réforme institutionnelle. Je pense pas que ça puisse se décider depuis Paris, honnêtement. Je pense qu'il y a surtout pas dans le contexte. Il y a quand même, voilà, il faut quand même le faire froidement et faire des propositions, mais je suis pas sûr que ce soit à lui forcément de trancher sur les institutions. Il y a tout un débat à mettre dans le pays par le Conseil économique et social, par un certain nombre de choses qui doivent alimenter la réflexion sur je pense que personne détient la vérité sur la réforme institutionnelle qu'il faudrait faire, et donc je pense que plus largement on consulte et mieux ça sera, et notamment pour apaiser ce débat-là qui peut venir des le Conseil économique, social et environnemental, on l'a. On peut pas faire à nouveau le coup du grand débat. Il se passe jamais rien, on les écoute pas. Ils travaillent. Pourtant, je peux vous dire qu'ils travaillent sur des thématiques. C'est dommage parce que c'est souvent du travail de qualité justement qui dépasse les clivages politiques, et y compris dans les régions d'ailleurs, parce que c'est pas que à Paris le Conseil économique, social et environnemental, il est aussi présent sur les territoires. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On cale les portes, on cale les armoires. Les rapports servent beaucoup à caler les armoires. On cale les armoires, c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que moi, pour avoir participé notamment au niveau du cannabis, qui était une de mes missions de prédilection, on va dire, dans le quinquennat précédent, et ils ont fait aussi une étude là-dessus, ils ont rendu un rapport de très haute qualité, notamment sur la légalisation aussi. Ouais. Christian, vous voyez comment, vous, les choses? Non, mais c'est assez étrange parce que c'est vraiment le sentiment, ce qu'évoquait Jean-Baptiste Moreau, c'est-à-dire que personne ne sait vraiment ce qui peut se passer et s'il peut y avoir un point de bascule à un moment ou pas. Bon, là, on est dans une société bloquée. Donc là, maintenant, parce qu'il y a des blocages, mais qui sont faits aussi souvent par des minorités. Il y a 6% des boueurs en grève à Paris. Moi, je passe devant l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux. Il y a 3 personnes qui bloquent l'entrée de l'incinérateur. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Qu'il y a une minorité qui bloque le pays ou qui veut bloquer le pays. Ça va bien au-delà du mouvement social. Il y a des activistes, il y a toujours eu une avant-garde, comme aurait dit le camarade Vladimir Ilitch, mais les masses elles-mêmes, quand on voit le rapport d'opinion, montrent que le blocage, il est bien au-delà. On a parlé du blocage institutionnel, on peut parler aussi finalement du mal-être sous-jacent sur la question du travail. Et le problème, c'est que quand celui qui est censé être le garant des institutions et de la nation se situe, c'est ce qu'on disait sur la tripartition, comme chef d'un camp et non pas comme chef de l'État, quelle est l'autorité suprême qui peut remplacer? Il n'y en a pas. Christian. Non, mais il est le chef d'un camp qui est quand même un camp qui est très large, parce que vous avez, je pense que le bloc central est majoritaire par rapport au bloc d'extrême droite et par rapport au bloc de l'extrême gauche. Franchement, bon. Et que justement là, s'il y avait encore une gauche et une droite qui respectaient ces valeurs et qui s'étaient pas corrompus totalement, soit avec l'extrême droite, soit avec l'extrême gauche, ça serait le cas. Oui, je suis d'accord. Et là, je pense, sans le dire, il doit préparer un gouvernement de cohabitation dans... Alors l'Express dit ça, comme vous. Il va faire un gouvernement d'union nationale. Mais il veut pas, apparemment. Mais je pense qu'on n'en prend pas le chemin. Non, puis avec qui? Il ne voulait pas. Non, mais alors avec justement les sociodémocrates qui sont pas partis chez la NUPES, il y en a plus beaucoup. Mais est-ce que c'est de nature à changer on voit cette impopularité, 28%, il n'a jamais été aussi bas. Est-ce que c'est de nature à changer ce rejet viscéral? Non, c'est pas un remaniement, à mon avis, ministériel qui changera quoi que ce soit. Mais une dissolution non plus. Moi, déjà, c'est l'appel au suffrage, c'est un peu plus fort, mais pas seulement, non, pas uniquement, ça suffira pas, c'est certain. Non, moi je dirais. Je fixerai les priorités pour les 4 années à venir. La défense, la santé, ça c'est ce qu'il va faire à 13h, la transition. Ah ouais, mais enfin, on est responsable. On reporte la loi immigration. La loi immigration a été reportée. Oui, il a différé, mais c'est pas un très bon signe non plus. Non, mais la vérité, c'est que si la situation de crispation des 3 camps reste en l'état, il faut retourner au peuple. Parce qu'on a encore 4 ans de mandat. Dans ces cas-là, il a intérêt au pourrissement. Oui, mais enfin, moi, je suis pas dans le cynisme. Parce que pour remobiliser, non, mais on voit bien que ce qu'il fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il fait avec son trésor, c'est la remobilisation de son camp. Là où je vous suis pas, c'est que c'est pas un bloc central, puisqu'il n'a pas tendu la main véritablement aux républicains modérés, et certainement pas, parce qu'on dit qu'il y en a plus, il y a encore tous les présidents de régions socialistes qui sont des sociodémocrates, à qui il n'a pas tendu la main non plus. Donc en réalité, son projet n'est pas d'incarner le bloc central, et d'ailleurs en faisant cela, il
donne une autoroute au Rassemblement national, pardon de le dire, que son projet, si il avait gardé une forme D en même temps, c'est surtout la décomposition des partis. Avec la CFDT, nous n'en serions pas là. Ce qui ouvre la voie au Front National, c'est surtout la décomposition des partis de gouvernement traditionnels qui sont aujourd'hui totalement en état de liquéfaction. Ouais, enfin, il s'était bien tiré dans le chamboule-tout des corps intermédiaires. C'est Macron. Enfin bon, l'absence de travail total des partis de gouvernement, c'est pas Macron depuis 20 ans. C'est aussi vrai, ça. Il y a un tweet qui m'amuse. Demain, Macron fait son interview à 13h. 13h, c'est 1h de l'après-midi. Demain, nous serons le 22-3-23. Donc 22 plus 3 plus 23 plus 1, ça fait 49. Il sera interrogé par 2 journalistes. Ils seront donc 3. 49-3. Moi, je croyais que c'était un truc sur la numérologie avec les extraterrestres. C'est un peu ça. C'est rigolo. Vous n'avez pas vu ce panneau 49 km de 3 là. Je pense qu'en fait, c'est du Photoshop parce que c'est pas dans le bon sens. Allez, merci à tous les 4. Dans un instant, on va revenir sur l'affaire Air Cocaïne avec un documentaire diffusé sur Canal+. À tout de suite.